Iloy est une plante que vous avez probablement arrachée de votre jardin la semaine dernière. Peut être même y est. Elle pousse le long des vieux murs, dans les interstices des trottoirs, au pied des clôtures, là où personne ne sème jamais rien. Son sucre est jaune-orange, presque collant, et il laisse sur les doigts une taque ténèce qui résiste à savon. On la considère comme une mauvaise herbe. On la coupe, on la jette, on ne lui accorde pas une régarde. Pourtant, il a 9 shekels, des moines bénédictines l'appelaient la grande herbée, Maju Orba, et une seule de ses pieds séchées valette, dans certaines régions, le salaire d'une semaine d'artisan. On parle ici de la Chélidoie. Chelidonium maju, et botanique. Et ce qui se cache derrière ces noms est bien plus riche que c'est son apparence modeste laisse deviner. Son nom latin vient, du grec ancien, du mot qui désigne l'hirondelle. Les anciens avaient remarqué quelque chose de troublant. La chélidoine fleurit exactement au moment où les hirondelles reviennent et s'effanent quand elles repartent. Comme si la plante et l'oiseau suivaient, le même calendrier invisible, le même horloge biologique, inscrite quelque part dans les rythmes de la Terre. C'est le genre de détail que la nature offre à ceux qui prennent le temps de regarder. Et c'est aussi le genre de détail qu'on a complètement cessé de remarquer. Ce qui est fascinant avec la chélidoine, c'est qu'elle n'a jamais vraiment disparu. Ni des fossés, ni des mémoires. Elle a traversé les siècles en silence, utilisée par des générations de gens qui n'avaient pas de pharmacie à coin de la rue. Des gens qui n'avaient rien d'autre que ce qui poussait autour d'eux. Et ils savaient, par l'expérience transmise, que cette plante et au jaune servait à quelque chose. À beaucoup de choses, même. Seulement voilà, cette connaissance s'est effacée doucement, génération après génération, remplacée par d'autres habitudes, d'autres réflexes. Ce n'est la faute de personne en particulier. C'est simplement la manière dont le monde moderne est avancé, et oubliant certains savoirs au passage. Mais revenons un instant à ce que cette plante contient réellement. Parce que c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. La pharmacologie moderne a identifié dans la chélidoine plus d'une vingtaine d'alcaloïdes différents. Chacune a reçu un nom propre, chacune a fait l'objet d'études. Le chélidonine, la sangounarine, la berbérine, la copticine, l'allocryptopine. Ce ne sont pas des noms inventés, pour impressionner. Ce sont des molécules réelles, isolées, caractérisées, étudiées dans des laboratoires du monde entier. Et certaines des entre elles sont devenues, au fil du temps, des substances que l'on retrouve aujourd'hui dans des compléments alimentaires, vendus en parapharmacie, parfois à des prix qui feraient sourire quiconque, et une pièce des chélidoines dans son jardin. Prenons la berbérine, par exemple. C'est probablement l'alcaloïde le plus étudié de toute la plante. Il existe aujourd'hui plusieurs milliers de publications scientifiques qui portent sur cette seule molécule. C'est que les chercheurs ont observé, dans des conditions contrôlées, c'est que la berbérine présente une capacité à influencer le métabolisme du glucose d'une manière comparable, dans certaines études, à celle du metformine. Un médicament bien connu des personnes suivies pour une diabète de type 2. Attention, il ne s'agit pas ici de dire que la plante remplace un traitement. C'est irresponsable. Mais il est tout de même remarquable qu'une molécule présente naturellement, dans une herbe que l'on piétine chaque jour est montrée, et laboratoire. Un profil d'activité aussi proche de celui d'un médicament de référence. La berbérine agit sur un enzyme particulier, l'AMCA, que le corps active naturellement dans 2 situations précises. Lors du jeûne, et lors de l'effort physique. Et d'autres termes, cette molécule reproduite, à l'échelle cellulaire, une partie des effets métaboliques que l'on obtient est bougeant davantage ou est mangeant moins. Elle améliore la sensibilité des cellules à l'insuline. Elle participe à la régulation de certains marqueurs inflammatoires. Elle contribue à la protection des mitochondries, ces petites centrales énergétiques présentes dans chacune de nos cellules, contre le stress oxydatif. Et elle aurait aussi un rôle dans la régulation du cholestérol, notamment la fraction que l'on appelle le mauvais cholestérol. Tout cela à partir d'une molécule que l'on trouve dans la sève d'une plante sauvage. Il y a de quoi reste son goût un moment. Le chélidonine, lui, est un 3-alcaloïde majeur de la plante. Sa structure chimique présente des similitudes avec celle de la morphine, mais son mode d'action est fondamentalement différent. Il ne provoque ni dépendance, ni accoutumance. Ce qu'il fait, c'est relâcher la musculature lisse. La musculature lisse, c'est celle qui tapisse les parois des voies biliaires, des l'intestine, des bronchées. C'est celle qui se contracte quand on a une colique biliaire, ces douleurs violentes dans le côté droit, juste sous les côtés. C'est aussi celle qui se crispe lors de certains spasmes digestifs. Le chelidonine agit sur cette tension de manière douce, progressive, sans les effets secondaires lourds que l'on associe aux antispasmodiques puissants. Voilà pourquoi, pendant des siècles, les herboristes recommandaient la chélidoine pour les douleurs du foie et du ventre. Ils ne connaissaient pas le mot chelidonine. Ils ne savaient pas ce qu'était un alcaloïde. Mais ils observaient que ça marchait. Et la science, des décennies plus tard, leur a donné raison. Et puis il y a la sanguinarine. Cette molécule possède une activité antimicrobienne puissante.
Elle est capable de désorganiser les membranes cellulaires de certaines bactéries et de certains champignons. Ce n'est pas un sarsi, on la retrouve dans la composition des dentifrices Ezao des gammes, ceux qui sont formulés pour lutter contre la parodontite. Sur l'emballage, on ne lit pas chélidoine, bien sûr. On lit extrait de sanguinarine. C'est plus élégant, plus scientifique, et ça justifie un prix plus élevé. Mais la molécule, elle, vient de même endroit. Des 7 plantes aux fleurs jaunes que personne ne regarde. C'est précisément cette richesse biochimique qui rend la chélidoine si singulière. Ce n'est pas une plante à une seule molécule, à un seul effet. C'est un semblé, un cocktail naturel d'une complexité que les laboratoires peinent à reproduire. Les chercheurs parlant de synergie, c'est, à dire de cette capacité qu'ont les substances à se renforcer mutuellement quand elles agissent ensemble, produisant effet global supérieur à la somme. Dès leurs effets individuels. La copticine et l'allocryptopine, par exemple, sont des alcaloïdes moins étudiés que les précédents, mais certains chercheurs pensant que c'est justement dans leur interaction avec les autres composantes que réside une partie de l'efficacité globale de la plante. Et d'autres termes, isoler une seule molécule et la mettre gélue, c'est comme prendre une seule instrument dans une orchestre et s'étonner que la musique sonne différemment. L'orchestre a besoin de tous ses musiciens. Et au-delà des alcaloïdes, la chélidoine contient aussi des flavonoïdes, des acides organiques, des huiles essentielles, de la vitamine Chi. Pas comme une ajoute artificielle, pas comme un enrichissement calculé, mais comme une partie intégrante d'un système vivant où chaque élément occupe une place précise. La nature, quand on l'observe de près, ne fait pas vraiment de superflu. Si cette vidéo vous apprend des choses que vous ne soupçonniez pas, pensez à vous abonner et à partager autour de vous. C'est tout simple, mais cela nous aide à continuer à proposer ce genre de contenu à ceux qui, comme vous, aimant comprendre les choses en profondeur. Maintenant, remontons un peu le fil du temps, parce que l'histoire de la chélidoine commence pas avec les laboratoires modernes. Elle commence bien avant. Bien avant. Quand des chercheurs ont examiné les vestiges de pharmacies monastiques en Pologne centrale, ils ont retrouvé, parmi des centaines de récipients, une type de peau qui revenait plus souvent que les autres. Une peau était désuite, avec des tressés dont pigments jaunes encore visibles après des siècles. L'analyse a montré qu'il s'agissait des résidus des chélidoines. Les moines ne la cultivaient pas pour décorer leur jardin. Ils se la préparaient, la stockaient, la conservaient en quantité, comme une provision essentielle. On pourrait presque dire qu'elle faisait partie de leur pharmacie de guerre, celle qu'on gardait en réserve pour les temps difficiles, les épidémies, les sièges, les périodes où l'on ne pouvait compter que sur ce que l'on avait sous la main. Dans les manuscrits monastiques d'Europe orientale, on retrouve des mentions très anciennes de cette plante. Des textes qui remontent parfois au Xe siècle, dans lesquels on décrit ses usages pour les affections de la peau, pour les troubles de la bile, pour ceux que l'on appelait alors la fièvre souterraine. La fièvre souterraine, c'était le nom que l'on donnait aux ulcères de l'estomac, à ces douleurs qui venaient de l'intérieur sans qu'on puisse voir la blessure. Et déjà, les moines savaient que la chélidoine agissait là, dessus. Ils avaient pas de microscopes, pas de spectromètre, pas de publications scientifiques. Ils avaient l'observation patiente, la transmission orale, et le temps. Beaucoup de temps. Et France, la chélidoine est aussi sa place dans la mémoire populaire, même si elle est moins documentée, que dans les herbiers d'Europe centrale. On la trouve mentionnée dans certains recueils de remèdes paysans du XIXe siècle, notamment dans les régions rurales du Massif central, de la Bretagne intérieure et du Jura. Les vieux herbouristes des marchés la connaissaient bien. Ils se l'appelaient parfois herbe auberuse, parfois herbe de l'hirondelle, parfois grand éclair. Chaque nom raconte une usage. L'herbe verouse parce que sans sucre jaune servait à traiter les verrouses depuis des générations. Grand éclair, parce qu'on lui attribuait la capacité d'éclaircir la vue, de soigner certaines inflammations oculaires. Et herbe de la rondelle, bien sûr, pour cette correspondance étrange et poétique entre le cycle de la plante et celui de l'oiseau migrateur. Chez Françoise, 74 dans un village de l'Aveyron, le souvenir est encore vif. Sa grand-mère cueillait la chélidoine au printemps, toujours le matin, quand la rosée n'avait pas encore séché. Elle cassait la tigue et déposait le su directement sur les verrues de la main, une geste qu'elle répétait chaque jour pendant 2 ou 3 semaines. François se souvient de l'odeur, un peu âcre pas désagréable, et de la couleur orangée qui restait sur la peau même après le lavage. Et elle se souvient surtout du résultat. La verrue finissait par noircir, par s'équerre, par tomber. Passe de dermatologue, passe de traitement à l'azote liquide, passe de rendez-vous à attendre 6 semaines. Juste une plante, une habitude, et de la patience. On entend souvent des récits semblables qu'on en prendre le temps de parler avec des personnes qui ont grandi à la campagne avant les années 70. Ils ne sont pas tous identiques, bien sûr. Certains mentionnaient la chélidoine pour les problèmes de peau, d'autres pour les douleurs abdominales, d'autres encore pour des macoses des pieds ou des ongles. Mais ce qui revint systématiquement, c'est cette idée que la plante soignait ce que l'on voyait à l'extérieur,
et ce que l'on sentait à l'intérieur. La PO, les verrues, les dartrèses, les rougeurs persistantes. Et en même temps, le foie, les voies biliaires, les crampes digestives. Comme si la chélidoine avait cette double vocation, cette capacité d'agir sur 2 registres à la fois. Et quand on relite aujourd'hui les travaux scientifiques publiés sur ces alcaloïdes, on s'aperçoit que cette intuition populaire n'était pas si éloignée de la réalité biochimique. La sanguinarine agit effectivement sur les agents pathogènes cutanés. Le chélidonin agit effectivement sur la musculature lisse des voies digestives et biliaires. La berbérine agit effectivement sur le métabolisme et l'inflammation systémique. C'est que les anciens savaient par l'expérience, la science le confirme aujourd'hui par l'analyse. Il y a là une continuité discrète mais réelle entre les gestes des herboristes d'autrefois et les publications des biochimistes contemporains. Cela ne veut pas dire, bien entendu, que tout ce que la tradition populaire attribuait à la chélidoine est exact. La mémoire collective est riche mais elle est aussi imparfaite. Certains usages ont pu être exagérés au fil des générations, d'autres simplifiés, d'autres encore confondus avec ceux d'une autre plante. La prudence reste de mise. Mais le fond de vérité, lui, est remarquablement solide. Et c'est ce qui rend la chélidoine si intéressante à redécouvrir aujourd'hui, non pas comme une remède miracle, mais comme un exemple frappant de ce que le savoir populaire, quand il est confronté à la science moderne, est souvent vu juste. Il y a un autre aspect de la chélidoine qui mérite qu'on s'y arrête un moment, et c'est sa résistance extraordinaire. Si vous avez déjà essayé de vous en débarrasser dans un jardin, vous savez de quoi on parle. Vous pouvez couper la tigue au ras du sol, elle repousse. Vous pouvez arracher le pied, un fragment de racine suffit à relancer la plante. Certains jardiniers utilisant des décherbantes. La chélidoine survit. Sa racine plonge profondément dans le sol, ses ramifie, attendent. Elle a traversé les périodes glaciaires, les guerres, les bouleversements agricoles. Elle survit dans les terrains vagus, entre les rails de chemin de fer, dans les fissures des parkings abandonnés, partout où il reste un peu de terre qui s'est souvient d'avoir été vivante. Cette capacité de résistance dit quelque chose sur la plante elle-même. C'est un organisme qui a été façonné par des millions d'années de sélection naturelle pour persister, pour se défendre, pour produire des substances chimiques complexes qui la protègent contre les insectes, les champignons, les bactéries du sol. Ce sont précisément ces substances de défense que nous retrouvons sous le nom d'alcaloïdes, de flavonoïdes, de composés antimicrobiens. Et quelque sorte, la pharmacie de la chélidoine, c'est d'abord sa propre armure. Et nous les humains, nous avons appris, au fil des siècles, à détourner cette armure à notre profit. C'est une des grandes leçons de l'ethnobotanique. Les plantes ne fabriquent pas leurs molécules pour nous. Elles les fabriquent pour elles-mêmes. Mais certaines de ces molécules, par un hasard biochimique extraordinaire, trouvant dans notre organisme des cibles compatibles. Des récepteurs, des enzymes, des voies métaboliques qu'elles activant, ou qu'elles modulant comme si elles avaient été conçues pour cela. Une pointe essentielle que l'on néglige souvent quand on parle de plantes comme la chélidoine, c'est la question de la dose et de la prudence. La chélidoine est une plante puissante. Et comme toute plante puissante, elle peut, utilisée sans discernement, provoquer des effets indésirables. À dose excessive, le chélidonin peut entraîner des troubles hépatiques, précisément parce qu'il agit sur le foie et les voies biliaires. La sanguinarine, en quantité trop importante, peut irriter les muqueuses. La berbérine, prise en excès, peut provoquer des désagréments digestifs. C'est d'ailleurs l'un des arguments que la médecine conventionnelle avance pour justifier une certaine méfiance à l'égard de la chélidoine. Et cet argument n'est pas dénué de fondement. Une plante qui contient plus de 20 alcaloïdes actifs n'est pas une produite anodine. Elle mérite du respect, de la connaissance, et une dosage mesuré. Les anciens herboristes le savaient parfaitement. Ils ne prescrivaient pas la chélidoine à la légère. Ils connaissaient les quantités, les modes de préparation, les précautions, ces savoir-faire faisaient partie intégrante de la transmission. Et c'est peu, être là que la perte est la plus grande. Non pas dans l'oubli de la plante elle-même, car elle continue de pousser partout, mais dans l'oubli du mode d'emploi. La plante est encore là. C'est la notice qui a disparu. Cela dit, cette complexité n'est pas une raison pour ignorer la chélidoine. C'est une raison pour la prendre au sérieux, justement. La pharmacologie moderne a les outils pour analyser ses composants, comprendre leurs interactions, déterminer des seuils de sécurité, étudier les conditions d'usage. Et des faits, certains payent le fond. En Allemagne, par exemple, la chélidoine reste un composant reconnu de certaines preparations phytothérapeutiques destinées aux troubles digestifs et biliaires. Elle figure dans la pharmacopée officielle avec des indications précisées et des limites d'utilisation clairement définies. En France, la situation est plus ambiguë. La plante est ni tout à fait oubliée, ni tout à fait reconnue. On la trouve dans certaines herboristeries, surtout en ligne, vendue comme une simple herbe séchée, souvent sans véritable information,
sur son usage correct. Il y a dans cette situation quelque chose de paradoxal. D'un côté, la recherche scientifique internationale continue de produire des études sur les alcaloïdes de la chélidoine. Des travaux sur la berbérine paraissant régulièrement dans des revues, à comité de lecture. Des essais sont menés sur les potentiels anti-inflammatoires, métaboliques, voire, dans certains modèles cellulaires, antitumorales de ces substances. De l'autre côté, la plante elle-même, celle qui pousse librement, qui ne coûte rien, qui contient toutes ces molécules en synergie naturelle, reste classée comme une mauvaise herbe sans intérêt. Il ne s'agit pas de crier au scandale. Il ne s'agit pas de prétendre que quelqu'un che délibérément quoi que ce soit. La réalité est souvent plus simple et moins dramatique que les théories du complot. Le système de santé moderne fonctionne sur la baisse de produits standardisés, dosés, contrôlés. Et la chélidoine, par sa nature même, est prête mal à cette standardisation. Son contenu en alcaloïdes varie selon le sol où elle pousse, selon l'altitude, selon la saison de la récolte, selon le degré de maturité de la plante. Son sucre oxyde rapidement une fois exposé à l'air. Sa préparation demande un savoir-faire que l'industrie ne maîtrise pas bien, ou plutôt qu'elle n'a pas trouvé rentable de maîtriser. C'est moins une conspiration qu'une angle morte. Le système ne la voit pas, non pas parce qu'il la craint, mais parce qu'elle ne rentre pas dans ses grilles. C'est qui ne change rien a fait que cette plante est cela, qu'elle a toujours été là, et que ce qu'elle contient est objectivement remarquable. Il a une cause que l'on peut faire, en revanche, et qui ne coûte rien. La prochaine fois que vous passerez devant une mur rompu ancien, une clôture de jardin, une borde de chemin à la sortie du village, regardez à pied. Ah, y vous voyez des petites fleurs jaunes, à 4 pétales, des feuilles découpées d'un vert grisâtre, et si en cassant une tige vous voyez apparaître un su jaune orangé, c'est elle. La chélidoine. Elle ne demande rien. Elle ne s'évène pas. Elle pousse là où on ne l'attend pas, dans les endroits que tout le monde néglige. Il y a quelque chose de profondément rassurant dans cette persistance. Une plante que l'on connaît depuis au moins 1000 ans, qui a accompagné des générations de soignants modestes, d'herboristes de village, de grand-mères attentives, et qui continue tranquillement de pousser à bord de nos routes, indifférente à nos modes, à nos oublis, à nos révolutions pharmaceutiques. Elle n'a pas changé. C'est nous qui avons changé. Nous avons appris à chercher la santé dans les rayons des parapharmacies, et c'est parfaitement légitime. Les progrès de la médecine moderne sont réels et précieux. Mais nous avons aussi, dans ce mouvement, perdu de vue certaines ressources qui étaient là depuis toujours. La chélidoine en est un ample C600. Pas le sel, sans se doter. Mais une des plus parlantes. C'est qu'il faut retenir, ce n'est pas que la chélidoine est un remède miracle. Elle n'est pas, aucune plante n'est l'est. C'est qu'il faut retenir, c'est qu'elle fait partie d'un patrimoine botanique et médical d'une richesse insoupçonnée, un patrimoine que nous avons hérité des siècles d'observation attentive, et que nous sommes en train de laisser s'effacer sans même nous en rendre compte. Chaque plante qui disparaît de notre mémoire collective, ce n'est pas juste un nom de moins dans ce livre. Dans une vieux livre. C'est un savoir de moins. Une option de moins. Un lien de moins avec cette intelligence du vivant qui a précédé, la nôtre et qui, souvent, avait bu juste bien avant nos instruments. La chélidoine, avec ses 20 alcaloïdes, sa résistance à toute épreuve, son histoire millénaire et son sucre jaune qui tacle les doigts, est un petit concentré de cette intelligence. Elle ne prétend pas remplacer quoi que ce soit. Elle ne demande pas qu'on l'adore. Elle est juste là, au pied du mur, entre deux stalles, au bord du chemin. Est-elle atteinte, avec une passion végétale qui force le respect, que nous prenions de nouveau le temps de la regarder. Ah, vous avez trouvé cette exploration intéressante? N'hésitez pas à la partager avec quelqu'un de votre entourage quoi s'intéresse aux plantes, à la nature ou simplement à ces savoirs anciens que l'on redécouvre peu à peu. Et si ce n'est pas encore fait, un petit geste pour vous abonner nous permet de continuer à le chercher si histoire. Là où elle s'est cachant, dans les fossés, les vieux manuscrits, et les souvenirs de ceux qui n'ont pas oublié. Bien entendu, tout ce que nous avons partagé aujourd'hui a une visée éducative. La chélidoine est une plante puissante et ses composants actifs méritant d'être abordés avec prudence et discernement. Si vous envisagez de l'utiliser de quelque manière que ce soit, parlez-en d'abord à votre médecin traitante ou à un pharmacien compétent en phytothérapie. L'information est claire. Le conseil professionnel protège. Les deux vont ensemble. La chélidoine n'est pas un secret. Elle n'a jamais été un secret. Elle pousse à la lumière du jour, accessible à tous, visible pour qui veut bien baisser les yeux. Ce n'est pas elle qui s'est cachée. C'est nous qui avons cessé de regarder.